parle du grand groupe multinational qui fait une valse de travailleurs jetables, qui pollue ou qui est dans un cynisme et un nihilisme complet, ou alors on parle d'entreprise, c'est-à-dire la joie d'entreprendre, la joie de travailler en collectif, la joie d'apporter sa part au monde. Donc on ne sait plus de quoi on parle et c'est très très important que la jeunesse montre l'exemple quelque part et qu'elle ne mise pas forcément sur des générations qui se sont parfois compromises avec une certaine forme de capitalisme un peu dégénéré, une absence de sens. Et là, je trouve vraiment que c'est, quand je dis ça sent bon, c'est à la fois moral, c'est à la fois physique, c'est à la fois corporel, c'est à la fois l'avenir. Voilà, je pense qu'il y a une solution d'avenir. Que nous sommes dans une société qui n'aime pas du tout sa jeunesse. Et je sais que c'est très choquant de dire ça parce que tout le monde dit vive les jeunes. Voilà. Tout le monde dit vive la diversité et pourtant le racisme peut perdurer. Ça n'empêche pas de dire moi j'adore la diversité. Et bien c'est pareil pour les jeunes. On est dans une société, j'appelle ça le complexe de Chronos, et non pas, on nous a beaucoup parlé d'Oedipe qui tuait son père et on nous dit ah, les jeunes sont méchants, ils veulent tuer les générations les plus âgées. Non, c'est l'inverse. C'est Chronos qui dévore ses enfants. Et on croit que cette jeunesse est narcissique. Même le Times montre génération Mimi, mais c'est complètement faux. Il n'y a pas un contresens plus faux que ça. C'est nous qui sommes narcissiques, nous les plus de 30 ans, et qui plaquons notre narcissisme sur un jeune qui se prend en photo. Donc c'est notre vision. En fait, on se prend en photo, c'est d'abord souvent un acte d'humilité, parce que la tête est déformée, on adore que nos amis se moquent de nous, donc on n'est pas dans une sorte de glorification de soi. Et ensuite, il s'agit de partager. Il s'agit d'avoir un commentaire de sa vie, la motivation extrinsèque. Le salaire, ça ne marche plus. Il faut de la passion. Donc c'est moi, je me réjouis. On va aller vers un management de la passion et vers comment on fait avec la passion. On n'a aucun ouvrage théorique sur ce que c'est manager une équipe par la passion. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule référence. Mon prochain livre. Passion et dévalorisation. Voilà. Pression ou passion, choisissons la passion. Le désengagement, évidemment, soyons pas angéliques. Le désengagement des jeunes, un tiers des jeunes qui votent extrême droite, mais 2 tiers des jeunes qui se disent prêts à une insurrection de type mai 68. Allez, le bordel. Donc, en fait, le désengagement, il vient d'une sorte de discrédit total des politiques et des journalistes. Et là, il y a une responsabilité évidemment des deux, et je crois qu'elle peut reposer sur quelque chose qui maintenant prend des proportions dingues, c'est le buzz. C'est-à-dire que le buzz est l'ennemi du journalisme et de la politique, et les jeunes, évidemment, se désengagent par ce buzz qu'ils instaurent aussi. Donc, il y a une nécessité pour le travail, notamment journalistique, de retrouver une nouvelle déontologie à l'heure des technologies. Et le seul boulot journalistique aujourd'hui, c'est de prioriser l'information. Aujourd'hui, les informations, elles sont partout sur le net. On compte sur les journalistes pour la prioriser. Voilà. Est-ce que l'homosexualité d'un politique ou le cocufiage d'une voilà. Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est pertinent démocratiquement? Ou est-ce qu'on réserve ça voilà, à la presse? Des déconnexions quand même, générationnelles, pour qu'on aille comme ça dans un lieu en disant ça y est, je vais comprendre le secret. C'est pas ça. En fait, excusez-moi, mais je pense pas du tout que ça soit ça. C'est pas Thoiry. Non, les jeunes sont en avance et je risque d'être en retard. Donc, et ça peut être carrément une utilisation des jeunes, une exploitation, une vampirisation des jeunes. C'est-à-dire, ils sont digital natives, ils ont des usages d'internet extrêmement brillants. Moi, je dois être à la page. Donc, il s'agit d'aller prendre une expertise. Donc, oser la jeunesse, c'est pas simplement oser piller l'expertise des jeunes, etc. C'est plus que ça. C'est oser un accompagnement véritable et dans les deux sens. Ce que j'appelle l'intelligence connective, qui s'oppose quelque part à l'intelligence individuelle et à l'intelligence collective. Avant, on fonctionnait qu'avec ces deux intelligences. L'école encore fonctionne qu'avec une intelligence, c'est l'intelligence individuelle, l'évaluation individuelle, le son, etc., le classement individuel. Il y avait le collectif, c'était le syndicalisme, c'était la démocratie dans ses plus belles heures, c'était la révolution, les idéaux de révolution. Mais là, on a une intelligence connective. C'est tout à fait nouveau. Ça fonctionne par du partage, par de l'autocritique, par du dialogue, par de la philosophie au sens large. Quand un jeune va sur Internet, il a une question et il ne se contente pas des réponses que l'ordinateur lui donne. Donc il garde la question et il critique les réponses. Ça s'appelle la philosophie. Aujourd'hui, la philosophie est l'affaire des jeunes. Du coup, les jeunes font découvrir la vie aux plus âgés. Les jeunes deviennent philosophes. Au sens le plus noble du terme, du dialogue, de la critique, de l'autocritique, et même une critique de la civilisation. C'est Mohamed Harkoun qui dit que la philosophie, il définit ça comme ça, j'adore, c'est l'autocritique d'une civilisation. Comme une civilisation s'autocritique, ça s'appelle la philosophie. Eh bien là, on a affaire à des jeunes qui sont philosophes sans le savoir,
C'est pour ça que je plaide pour une philosophisation de toutes les matières à l'école, c'est-à-dire que les mathématiques doivent être philosophiques, le français doit être philosophique, l'anglais aussi. C'est-à-dire qu'on a affaire à une génération où la question du sens est la question centrale. J'apporterai sur les valeurs une petite réflexion. J'ai l'impression, et peut-être que ça fait partie du débat, j'ai l'impression que les jeunes sont un tout petit peu, lorsqu'ils abordent l'entreprise, dans une fuite en avant vers le groupe, sans tirer les leçons du passé qui consiste à dire le groupe c'est bien mais il faut se connaître soi-même. Ce qui reste encore à inventer, je veux bien participer à l'aventure, mais c'est ce qui reste à inventer, c'est la découverte de soi, de ses valeurs à soi, de ses désirs à soi. La psychanalyse, est-ce que c'est pas dépassé? Est-ce qu'il ne faut pas inventer d'autres procédés au-delà du tout volontariste, c'est-à-dire si tu veux, tu peux, sois optimiste et t'iras mieux, enfin toutes ces leçons qui ne servent pas à grand-chose. Est-ce qu'on ne peut pas développer une façon de réfléchir sur soi-même, son passé, ses traumas, ses valeurs, ses désirs personnels? Il y a vraiment une réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour que chaque individualité soit prise en compte, que le collectif, en effet, n'étouffe pas l'individu, et que chacun se réalise dans cette formation. Et donc on va autant sur des savoir-faire que sur des savoir-être. Et comprendre ces valeurs, c'est comprendre aussi l'ambition humaine, la folie humaine, le désastre qu'a été le XXe siècle. Donc aller aux valeurs, c'est aller au sens, je dirais, d'un nouvel humanisme. Et un humanisme où tous les êtres humains seraient complices de cet humanisme-là. J'ai mis en place un nouveau socle axiologique. L'axiologie en philosophie, c'est la constellation des valeurs. Et il va falloir réfléchir sur les valeurs. On a une tendance de penser les valeurs comme étant toujours positives, l'audace, le courage, la justice, etc. J'essaie de faire une axiologie où le négatif est pris en compte à part égale. C'est-à-dire que la valeur de jalousie, d'égoïsme, la valeur d'agressivité, de conquête sont aussi des valeurs, évidemment détestables, mais avec lesquelles on doit pouvoir réfléchir. Et donc il s'agit de décrypter les valeurs humaines et de pouvoir avoir une autre façon introspective de réfléchir sur ses propres valeurs. Être jeune et être dans la positivité et l'optimisme, c'est super facile. On a la vie devant soi. Le problème commence à devenir dangereux lorsqu'on a 35 ans et qu'on a pris des coups dans la tête, donc l'optimisme, il en prend un coup, et qu'on commence à avoir du pouvoir. Parce que c'est facile, on n'a pas de pouvoir à 25 ans, donc c'est facile d'être hyper humaniste. Mais être humaniste à 35 ans, être féministe à 40 ans, c'est beaucoup plus dur qu'être féministe à 25 ans. Être dans l'écologie à 40 ans, c'est beaucoup plus dur qu'être dans l'écologie à 25 ans. Et donc il faut prendre en compte la marche générationnelle, l'évolution de l'être humain. Une fois qu'on a la stabilité, qu'on a l'emploi, qu'on a le pouvoir, qu'on peut avoir l'arrogance qui va avec, l'argent qui va avec, les moyens de pression et le pouvoir, eh bien l'être humain se transforme. Même s'il a été un jeune très progressiste, il peut se transformer en autre chose. Donc la réflexion sur les valeurs, c'est vraiment pour moi mon grand combat. Le truc nouveau, c'est le mot qui est répété tout le temps, c'est le mot innovation. On n'est pas dans l'idée de révolution, on n'est pas dans l'idée de changement pour changement. C'est ce mot d'innovation. On aide les gens à innover, on leur donne des méthodes pour innover, et les jeunes peuvent innover, il faut innover, les technologies nous aident à innover. C'est très étonnant ce mot innovation parce qu'il n'est jamais accompagné d'un mot qui traditionnellement accompagne toujours le mot de créativité, d'innovation. Et on dirait presque que c'est un tabou, c'est le mot imagination. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est qu'on parle d'innovation et on parle beaucoup moins d'imagination, qui était vraiment le grand mot des années 70, un immense mot de la philosophie. Et donc là, je m'interroge, j'ai l'impression qu'il faut questionner l'abandon de la poésie. On a affaire à un danger, pour moi là, qui est l'abandon de l'imaginaire et l'abandon de la poésie. Regardez, la poésie, elle est plus éditée. Aujourd'hui en France, personne ne parle poésie. Pourtant, il y a du slam, pourtant, il y a des scènes de poésie incroyables, pourtant, les gens, tout le monde, l'humain a soif de poésie. La poésie, c'est l'utopie. C'est la possibilité de délirer le monde et de délirer l'avenir. Délirer, c'est pas entreprendre, c'est délirer. Cette possibilité d'être fou. C'est juste une mise en garde. Il faudrait faire très attention d'une innovation sans imagination et poésie et utopie, sans horizon. Il faut faire très attention aussi, et ça vraiment j'insiste, sur le devoir être heureux. C'est le pire des dangers, à mon avis la jeunesse est confrontée à ces dangers-là, ce que j'appelle le bonheurisme. C'est-à-dire le bonheur obligatoire. Il y a aussi tout un pan qui n'est pas analysé, c'est la famille. Les jeunes ne leur mettent pas en question la famille, pas tellement, pas tellement. Et le couple, et élever les enfants. Et l'école, les jeunes mettent très peu en question l'école, ils attendent que l'école se transforme, mais il y a très peu une remise en question du système, je parle de l'école, du système éducatif actuel.
qui est une catastrophe. On le reconnaît, même les profs, ils en peuvent plus. Il ne faut pas que l'obsession d'entreprise bouffe les autres secteurs qui sont aussi interconnectés. Donc là, je reviens à Edgar Morin. Et il faut vraiment comprendre que si on touche la façon de créer, d'entreprendre et de travailler, on doit toucher la famille, on doit toucher l'éducation, on doit toucher tous les secteurs de la vie humaine qui font sens aussi ensemble. Justement, je suis cette année en disponibilité parce que je suis au sein de l'Éducation nationale et je n'en peux plus. Et hier, je suis passée à la sous-préfecture et je me suis dit, mais je crois que là, c'est plus possible, ça doit être viscéral. Je plaignais les gens qui travaillent, mais j'ai du mal à travailler dans une structure qui bloque trop. Enfin bon, il y a aussi des bonnes choses. Il faut développer l'éloquence. Le verbe va être central au XXIe siècle. On est trop dans l'écrit. On doit garder l'écrit. Évidemment, l'écrit, l'institution, l'État ne repose que sur l'écrit. L'archivage ne repose que sur l'écrit. Mais là, maintenant, il va falloir travailler la poésie, le sens, les mots. On ne peut pas insuffler une matière sans travailler la langue, travailler l'attitude, travailler la présence. On ne peut pas insuffler un humanisme vitaliste. Le vitalisme, il passe où dans l'humanisme? On ne va pas tous se toucher. Il passe par les mots. Il passe par le caractère incantatoire des mots. Et donc il faut travailler la dimension, je dirais, poétique de la langue, sortir de la langue des technocrates, sortir de la communication, sortir de cette langue sous contrôle, de cette gestion omniprésente, pour aller vers de l'émotion. En fait, résumons, il va falloir penser une pédagogie où l'émotion aurait sa part de même nature que l'information. Information et émotion, voilà la révolution. Aujourd'hui, on est encore dans le tout information, et on oublie l'homme lorsqu'on oublie l'émotion.